président de la fondation binationale entre la République dominicaine et Haïti. Et on vous invite ce soir, on a l'honneur de vous recevoir. On est ravis que vous puissiez nous appeler afin d'évoquer la situation particulièrement inquiétante qui est en cours à Haïti, avec une situation de violence inédite et avec des bandes qui ont contraint, si je ne m'abuse, le pouvoir à démissionner, du moins le Premier ministre actuel. Et on aimerait effectivement prendre le temps de déclarer, d'exposer la situation, de comprendre d'où vient le mal, si je puis le dire ainsi, et de comprendre comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette situation. Donc, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'intérêt que vous portez sur la situation haïtienne. Nous savons très bien qu'Haïti n'est pas trop présent en termes de couverture médiatique des grands médias. Donc, nous remercions l'opportunité de pouvoir arriver jusqu'à votre public et présenter succinctement la situation chez nous. Alors, peut-être que pour commencer avec une première question, les médias, justement, ici, notamment la presse écrite, parce que c'est les seuls à en parler encore, enfin très peu comme vous de l'expliciter, parlent d'une situation où, je cite Le Monde, des bandes armées sèment la terreur dans le pays le plus pauvre des Amériques, Haïti, et ils ont fini par pousser le Premier ministre Ariel Henry à la démission. Et donc, depuis, la situation est chaotique. Est-ce que vous confirmez cette analyse? Oui, en effet, on a une floraison de bandes armées et il y a des noms qui sont déjà très médiatisés et qui sont connus comme Jimmy Cherizier ou Barbecue et qui dirigent une plateforme ou une fédération de gangs qui s'appelle le G9 et Famille. Alors, il faut que notre éditoire comprenne que cette plateforme d'organisation criminelle a été un petit peu encouragée par l'ancienne administration du président assassiné Jovenel Moïse. Et il y a eu cette dame qui s'appelle Madame Lalime, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui a à un moment donné, participant au Conseil de sécurité des Nations Unies, en présentant son rapport, a mentionné cette fédération comme une action positive du gouvernement. Alors, il faut expliquer. Il faut rentrer dans les détails. Oui, allez-y. C'est ça. Le gouvernement de Jovenel Moïse, président assassiné, avait lancé un programme de désarmement et parallèlement avait aussi pensé à s'approcher des gangs et pour essayer d'obtenir plus d'informations, pour essayer de contrôler leurs actions et on pourrait même dire d'essayer de les démanteler. Ils ont pensé à cette association de gangs afin d'avoir un espace commun pour pouvoir faire ce suivi d'intelligence. Mais malheureusement, cette fédération, le gouvernement a perdu contrôle de cette fédération et ils se sont renforcés en tant que plateforme criminelle. Donc, à partir de là, cette plateforme a étendu ses opérations dans plusieurs zones de la capitale. Et ils se sont aussi étendus dans la zone du plateau central et en Haïti, c'est dans le département du centre d'Haïti. Et là, le gouvernement a perdu le contrôle total. Donc, cette plateforme s'est renforcée et maintenant, nous avons non seulement le groupe G9 et Famille, mais il faut compter aussi sur d'autres groupes criminels et qui contrôlent certaines zones de la capitale. L'on estime qu'actuellement, 90% de Port-au-Prince est sous contrôle des gangs. Pour contextualiser cette situation de
de prolifération des armes et des gangs, elle date de quand est-ce que ces gangs se sont massifiés et sont apparus à Haïti quels phénomènes leur ont permis de proliférer? Donc, si nous remontons, je dirais, aux années 90 et même au début des années 2000, nous devons admettre que certains acteurs politiques ont utilisé des jeunes des quartiers populaires comme agents de sécurité, particulièrement lors de certains meetings ou lors de campagnes électorales. Donc, nous disons que c'était des jeunes qui portaient les armes, mais de façon illégale, d'un côté. D'un autre côté, il y a aussi des figures importantes du secteur privé des affaires qui armaient des jeunes des quartiers, surtout dans les quartiers où ces acteurs économiques d'Haïti avaient des opérations importantes. Donc, ils prenaient des jeunes de la zone et leur remettaient des armes afin que ces jeunes puissent jouer le rôle d'agents de sécurité, encore une fois, de façon illégale. Donc, et sous ces deux chapeaux, nous avons eu pendant les dernières années ce renforcement et nous avons eu l'éclosion de gangs bien structurés. Mais l'étape où nous sommes aujourd'hui a commencé depuis, je dirais, l'année 2016-2017, où les gangs se sont réellement restructurés et participent activement dans des activités criminelles et participent non seulement dans ce que nous appelons l'industrie du kidnapping, mais participent aussi dans l'accompagnement de certains opérateurs internationaux dans le monde du narcotrafic. Donc, le narcotrafic, le trafic des armes, et particulièrement à la frontière haïtiano-dominicaine. Sur la question du trafic des armes, du narcotrafic, etc., la prolifération, disons-le ainsi, des activités criminelles n'est-elle pas due également à un souci qui est de l'ordre de la conjoncture sociale du pays, avec un manque peut-être de perspectives pour les jeunes des quartiers populaires dont vous parlez, et une situation sociale particulièrement délicate à Haïti? Non, en effet, je pense que tous ceux qui ont utilisé ces jeunes ont exploité le fait qu'ils avaient peu de moyens pour continuer, pour survivre. Parce qu'en Haïti, malheureusement, avec cette situation dégradante que nous avons en termes de conditions de vie, la migration ou l'émigration a fortement augmenté pendant les dernières années. On avait dans les années 80 cette prolifération de départ et à travers des petites embarcations fragiles et ce phénomène des boat people des années 80, même à la fin des années 70. Mais à partir des années 2000, ceci a changé et ceci s'est renforcé après le tremblement de terre et avec des offres qui sont venues du Brésil. Et le Brésil qui à cette époque préparait des compétitions sportives très importantes comme le mondial et les Jeux olympiques. Donc après le tremblement de terre, le Brésil s'est offert pour recevoir des migrants. Donc ces nouvelles routes migratoires ont particulièrement touché les quartiers populaires. Donc, les jeunes en Haïti ont le choix de partir à travers ces routes migratoires, même de traverser la frontière vers la République dominicaine ou de s'enrôler dans un gang. Donc, c'est ce qui, malheureusement, est notre réalité. Mais donc, vous dites qu'il y a cette absence de perspective entre, d'une part, la contrainte de la migration, ou d'autre part, l'enrôlement dans les gangs, mais qui pose donc le problème d'une situation sociale absolument délicate. Mais à quoi est-elle due cette situation sociale? Comment vous expliquez cette difficulté prégnante à Haïti sur le plan social? La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Et il faut dire que Haïti, malheureusement, pour nous, apparaît pendant les dernières années dans les premières places des pays les plus corrompus.
Donc nous sommes dans un pays avec des moyens précaires de vie, pour ne pas utiliser le chiffre de pays le plus pauvre du monde ou le plus pauvre de l'hémisphère. Et c'est un pays riche, mais mal administré, mal géré, comme nous avons l'habitude de dire en Haïti, vu que les richesses sont là, les richesses naturelles, les richesses du sous-sol sont là, mais malheureusement, avec peu de volonté politique, avec des dirigeants corrompus qui sont arrivés au pouvoir pendant les dernières années. Donc, cette mauvaise gouvernance a accru la pauvreté, a accru la dégradation des conditions de vie, et ce qui donne moins de perspectives à nos jeunes, particulièrement des quartiers populaires et même des villes de province. Et vous avez je dirais, avec le manque d'encadrement gouvernemental à la paysanne haïtienne, donc il y a un flux migratoire important des villes de province vers la capitale. Cette capitale, Port-au-Prince, qui était à l'origine construite pour 400 000, 500 000 habitants, et abrite aujourd'hui plus de 3 millions de personnes, et sans les services adéquats et au profit de cette population. Alors, juste avant de laisser la parole à Marin, qui va également, je pense, vous poser un certain nombre de questions, sur la corruption, le problème majeur de corruption dont vous parlez, si vous pouvez nous dire quelle forme elle prend, si vous avez des exemples d'affaires qui ont marqué dernièrement l'histoire du pays, et qui est derrière qui fomente cette corruption. Bon, le dossier qui fait beaucoup plus de bruit, qui a marqué pendant les dernières années la vie nationale, c'est le dossier Petro-Caribé, qui est un programme d'accompagnement, d'aide, de solidarité et du président, défunt président Hugo Chavez, et qui a continué le président Maduro du Venezuela. Et à travers de ce programme, et les rapports sont là, et les rapports sont connus, et c'est des centaines de millions et qui ont disparu ou qui ont été atterrir dans les poches de certains de nos dirigeants. Et d'ailleurs, il faut dire qu'un tribunal haïtien a tout récemment listé des personnes accusées de corruption dans le cadre de ce dossier. Donc, c'est le dossier considéré comme le dossier de corruption le plus grave de notre histoire républicaine de plus de 200 ans. Je laisse tout de suite la parole à Merlin qui va poursuivre avec d'autres questions. Vous avez commencé du coup à répondre en citant l'exemple vénézuélien, mais du coup, quels sont aussi le rôle des puissances régionales, je pense aux États-Unis, au Mexique, à Cuba, à la Colombie, enfin toutes les puissances qui entourent un peu Haïti, comment ont-elles joué, et puis pas seulement celles qui entourent Haïti, je pense elle a peut-être des responsabilités françaises, de par la longue histoire coloniale qui traverse Haïti et la France. Quelles sont un peu les responsabilités aussi face à la situation? Comme vous le savez, pour la France, il y a environ 2 ans, le New York Times avait publié un long reportage. C'est un travail qui a été traduit en plusieurs langues pour que le monde entier sache quelle est l'origine ou quelle est la genèse de la pauvreté haïtienne. Et Haïti est le premier pays à avoir fait l'expérience d'une dette extérieure avec cette dette qui a été cette fameuse dette de l'indépendance et payée à la France. Et l'on parle même d'une double dette parce que Haïti a dû prêter de l'argent des banques françaises et américaines pour terminer de payer cette dette. Et pendant le mandat dès le début du deuxième mandat du président Aristide, il avait commencé à réclamer à la France la restitution de cette dette, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, selon tout ce qui a été établi par ce travail très important, travail de presse et d'enquête et journalistique du New York Times, selon ce qui a été établi, donc la France, et conjointement avec les États-Unis, ont participé
et à la chute d'Aristide. Et ce témoignage est recueilli d'un ancien ambassadeur français à Port-au-Prince. Et donc, ce sont des pays, la France, les États-Unis, le Canada, ces trois pays constituent, je dirais, les pays les plus présents dans notre politique interne, mais définitivement, les États-Unis ont le leadership de ces trois, de ce triangle, et les États-Unis considèrent Haïti comme leur cour arrière. Et c'est pour ça qu'ils jouent un rôle protagonique dans la vie politique haïtienne. Pour Cuba, et c'est une autre expérience, Cuba, c'est un pays qui a toujours démontré une certaine reconnaissance. Certains des pays latino-américains ont toujours, entre Cuba, Venezuela et même l'Équateur, en Équateur, vous avez une statue de Dessalines. Et dans le cas de Cuba, Cuba a toujours reconnu l'apport des migrants haïtiens, des coupeurs de canne, qui se retrouvaient à Cuba et qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la révolution. Le défunt président Fidel Castro disait toujours qu'une partie de son éducation est due à un Haïtien. C'est un Haïtien qui travaillait dans la ferme de son père. Et donc, Cuba a signé, il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus d'une vingtaine d'années, un accord de coopération avec Haïti qui a permis la présence de médecins, d'infirmières, d'infirmiers cubains et de façon continue pendant plusieurs années en Haïti. Donc, ils étaient dans les lieux les plus reculés du pays où des médecins haïtiens ne voulaient pas, vu que c'était pas rentable pour un médecin haïtien d'aller travailler dans les zones rurales. Donc, on avait des médecins cubains qui faisaient ce travail en lieu et place de nos propres compatriotes haïtiens. Et donc, d'un côté, on a des pays qui tiennent ou maintiennent une présence qui n'est pas totalement appréciée parce que vu que leur présence constitue une ingérence grave dans les affaires internes du pays, mais quoique cette présence, d'un autre côté, est importante vu que ce sont des pays qui, avec les moyens qu'ils possèdent, offrent aussi des programmes d'assistance sociale, des programmes humanitaires et financent des ONG. Mais attention, à travers du financement des ONG, il y a des cas de corruption qui ont été détectés et à travers du financement des ONG, il y a des cas d'usage à des fins politiques et de ces ONG et de la part de gouvernements étrangers en Haïti. Donc, vu la situation précaire dans laquelle se retrouve le pays, et donc les dirigeants sont bien souvent se voient forcés à accepter certaines offres, à accepter certains dictats de certains pays liés à Haïti. Face à la situation en cours, il y a un petit écho. Non, c'est bon, ça s'est estompé. Face à la situation en cours, les Nations Unies, notamment sous l'égide des États-Unis, proposent l'envoi d'une coalition, d'une force internationale afin de rétablir le calme et d'assister le peu de forces de police encore structurées sur le territoire. Comment vous jugez cette hypothèse et vous semble-t-elle pertinente pour un retour éventuel au calme? Bon, cette possibilité ne fait pas l'unanimité en Haïti. Et vu que les experts en matière de sécurité, les experts que nous avons, pensent le contraire. Ils affirment, et il y a eu des émissions de radio sur ce thème, il y a eu des rencontres, réunions entre plusieurs secteurs pour se prononcer sur l'opportunité ou non de recevoir des troupes étrangères en Haïti. Tenant compte de l'expérience vécue et pendant les 25 dernières années avec la présence de troupes étrangères sous diverses formes.
Et à un moment donné, c'était la MINUJUS, ensuite la MINUSTA, et la MINUSTA qui a marqué, je dirais de façon négative, son passage au pays et à plusieurs niveaux. Au niveau de la santé, et nous savons que les troupes népalaises qui intégraient la MINUSTA et sont responsables de la propagation du choléra en Haïti, ce qui a causé la mort de plus de 12 000 personnes, la contamination de dizaines de milliers d'autres. Et d'un autre côté, il a été reporté, et ceci fait partie de certains rapports de groupes de droits humains, que la MINUSTA, et d'une façon ou d'une autre, certains membres de la MINUSTA, pour ne pas toucher tout l'organisme, certains membres de la MINUSTA, apparemment auraient été liés au trafic d'armes ou au fait que des armes arrivaient au quartier populaire en Haïti. Donc, certains rapports de groupes de droits humains font état de cette situation où non seulement les gangs recevaient des armes dans les quartiers populaires, mais il y a eu une sorte d'éclosion de ces gangs après le départ de la MINUSTA. Et donc, sur la base de ces expériences, des expériences passées, et une bonne partie de la population, pour ne pas dire la majorité, mais une bonne partie aussi de la classe politique, et particulièrement les experts en matière de sécurité qui sont des anciens militaires, ils affirment que Haïti a les ressources humaines dans la police. Nous avons une police qui, évidemment, certains agents ont eu un niveau de complicité avec les gangs, mais ce n'est pas toute l'institution. Donc, pour ces experts en matière de sécurité, ils disent qu'on peut compter facilement sur 9000 policiers haïtiens après un vetting qui doit être fait. Et d'un côté. D'un autre côté, il y a quand même une armée. Haïti avait démobilisé son armée au retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État souffert par Aristide en 1995. Donc Aristide a été retourné, le retour à l'ordre constitutionnel, le retour d'Aristide a été, je dirais, facilité par les États-Unis. Et donc, il a été accompagné de plus de 20 000 Marines pour son réinstallation. Et là, le régime a décidé de démobiliser l'armée, vu que c'était l'armée qui avait provoqué le coup d'État contre Aristide et l'armée était responsable de graves violations de droits humains. Donc, et de 2004 jusqu'à tout récemment, l'armée a été remobilisée et sous Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, nous parlons de 2017. Et donc, malgré le refus des États-Unis, pays plus influent dans la politique haïtienne, le refus des États-Unis d'appuyer Jovenel Moïse dans le cadre de cette initiative de remobilisation de l'armée, mais ça a marché et on a une armée aujourd'hui d'environ 1200 membres, entre femmes et hommes. Et c'est important ce que je vais signaler maintenant. Autour de 600 membres de cette armée ont reçu une solide formation au Mexique. Le Mexique est le pays qui appuie beaucoup plus le ministère de la Défense, qui dirige ou qui gère l'armée d'Haïti. Et ces 600 membres de l'armée qui ont été au Mexique et se sont entraînés au Mexique, ont reçu la formation au Mexique et ont pu, je dirais, faire l'expérience des opérations de type urbaine, vu que au Mexique, il y a un problème similaire ou un problème aussi grave avec
les gangs de narcotrafic ou avec les cartels de narcotrafic. On les appelle les cartels de narcotrafic. Ces cartels sont aussi bien armés que les gangs en Haïti. Donc, nous parlons de cartels qui sont dans la ville de Jalisco ou dans la zone frontalière avec les États-Unis, qui des fois contrôlent des artères, contrôlent des routes interurbaines, contrôlent, et une fois, et ils ont pris le contrôle d'un aéroport, même si c'est un aéroport dans une ville de province. Mais nous parlons d'une expérience acquise par ces 600 agents et membres de notre armée et qui pourrait être hautement utile à la gestion sécuritaire actuellement en Haïti. Donc, nous ne savons pas exactement pourquoi les États-Unis, jusqu'à date, s'opposent à mettre en usage, à utiliser ces ressources que nous avons en Haïti. Donc, il faut une volonté politique réelle, tant au niveau interne chez nous, comme au niveau externe, pour que des policiers et des membres de cette armée peuvent, je dirais, de façon conjointe, prendre en charge la question sécuritaire. Et on essaie de vendre l'idée qu'Haïti n'a pas les ressources. Moi-même, je dis que c'est totalement faux. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'un accompagnement international. Oui, l'accompagnement international est bienvenu. Elle est bienvenue sur le plan logistique, sur le plan technologique, sur le plan technique, avec d'autres cours de formation pour nos policiers, avec tout ce que vous voulez. Mais donc, elle ne se transforme pas sous la forme d'une dépendance, en fait. Pardon? Il ne faudrait pas qu'elle rende le Haïti encore plus dépendante qu'elle est Justement. déjà sur Justement. Donc, ceux qui promotent cette participation haïtienne veulent renforcer nos capacités étatiques à travers de la police et de notre armée. On parle de faire venir 1000 policiers kenyans. 1000 policiers kenyans, et le Kenya a présenté un budget pour l'alimentation, le transport et tout ce qui a à voir avec la gestion de cette troupe en Haïti, mais c'est un budget qui oscille entre 300 millions jusqu'à 600 millions. Et le Kenya a dit très clairement que ce pays-là, ce gouvernement-là, du président Ruto, ne va pas envoyer cette troupe pas avant de recevoir les fonds nécessaires pour cette opération. Le Kenya vient de faire un autre pas en arrière et après la démission annoncée, pour le moins, parce que la démission n'est pas encore effective, la démission annoncée du Premier ministre Ariel Henry, qui se retrouve... Oui, il est en dehors du pays, justement, il est à Porto Rico, et nous ne savons même pas quel statut qu'il a à Porto Rico. Parce que vous savez... Mais l'une aussi se poser, c'est quel est finalement l'objectif des gangs? Parce que ils contrôlent Port-au-Prince, ils font des premiers ministres, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin? Parce que voilà, on peut être habitué dans un certain nombre de pays à voir des groupes armés, comme je pense l'Afghanistan récemment avec les talibans qui prennent le pouvoir, ils ont un objectif politique. Là, ces gangs, dans le fond, ils n'ont pas d'objectif politique, ils ont uniquement un objectif économique pour continuer à faire leur narcotrafic. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment, à un moment donné, on voit où ils veulent en venir? Parce que c'est aussi une façon de savoir où va son ennemi que de pouvoir lutter contre lui. Et dans la même logique, on a même l'impression que certains gangs, justement, tentent de plus en plus à affirmer certaines positions politiques, ce qui n'est d'ailleurs pas sont forcément mobilisés au sein de la population d'Haïti. La politique n'est qu'un prétexte pour eux. Parce que les gangs sont avant tout des groupes criminels. Et c'est comme ça que nous devons les voir. Et donc, il y a cette figure centrale dans le monde des gangs qui s'appelle Barbecue, qui tient depuis peut-être 2 ans un discours un petit peu révolutionnaire, ce qui lui a donné une haute médiatisation internationale. Bon, il dit que
il veut libérer Haïti, premièrement, des oligarques corrompus qui maintiennent notre pays dans la pauvreté. Il veut libérer Haïti de l'emprise et de certains pays. Il y a un groupe de pays qui, depuis des années, s'est constitué autour d'Haïti et sous l'appellation de Corée Group ou Core Group. Core Group qui inclut les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil, et si ma mémoire est fidèle, et peut-être 2 autres pays. Et ce Core Group s'est montré trop présent. Et les membres du Core Group, bien souvent, tiennent des positions qui sont clairement de l'ingérence dans la vie politique haïtienne. Donc, ceci dérange certains secteurs haïtiens. Alors, ces gangs veulent faire croire qu'ils sont dérangés par ce discours international, par ces positionnements internationaux, et qu'ils lutteraient pour libérer Haïti des oligarques et de l'emprise de certains pays sur notre pays. Mais je répète que c'est seulement un discours qui essaie de couvrir leurs intérêts ponctuels, leurs intérêts, ce sont des intérêts économiques, c'est se faire de l'argent, non seulement avec les kidnappings, parce que les gangs, ils contrôlent maintenant une bonne partie des activités économiques. Vous savez, il faut payer aux gangs pour le transport des marchandises. Il faut payer les propriétaires de magasins dans toutes les zones contrôlées par les gangs doivent leur payer ils envoient des correspondances aux propriétaires de petits dépanneurs pour leur dire, bon, à telle date, nous passons chaque mois ou bien chaque semaine, et prendre ils vous donnent une enveloppe et là, vous êtes forcé à payer. Donc ça, lorsque vous calculez l'argent qui se fait, et particulièrement à Port-au-Prince, et c'est un montant extraordinaire. Et certains membres de ces gangs vont jusqu'à faire certaines publicités de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont accumulé. Donc, ils étalent des billets de gourde et des blocs de billets dans leur page TikTok, dans leur page des réseaux sociaux, et pour démontrer comment ils font de l'argent avec ces opérations criminelles. Et nous voulons que ces gangs soient démantelés, soient combattus, et il faut que nous ayons en Haïti la volonté politique pour le faire. Quand vous dites nous, moi il y a une question qui me vient à l'esprit face à ces gangs, face aux différents politiques qui ont occupé le pouvoir ces dernières années, qui effectivement étaient peu courageux, voire complices des exactions, voire totalement soumis aux différents impérialismes de la région. Ma question est la suivante: dans le pays quand même de Toussaint Louverture, ce pays avant-gardiste en termes d'émancipation, du jeu colonial, quelles sont aujourd'hui les forces politiques qui font au discours que vous nous partagez depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un mouvement, un groupe politique qui se structure pour justement prendre le destin collectif en main du peuple haïtien? Bon, je dois admettre, et avec beaucoup de peine, que ce que nous appelions dans le temps le mouvement populaire haïtien, et je parle là des années de ma jeunesse, de mon adolescence, et les années, fin des années 70, les années 80, et c'est ce mouvement populaire qui a lutté contre la dictature et qui a pu nous porter à ce rêve démocratique en 1990 avec la première élection démocratique et libre que nous avons eue et qui a eu comme personne élue, comme candidat élu, l'ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide. Ce mouvement populaire n'est plus. Le peuple haïtien aujourd'hui est politiquement démobilisé. Et il faut dire que certains programmes de pays comme les États-Unis ont contribué à cette démobilisation. Et je cite
nominalement le programme humanitaire Parole de Biden. C'est un programme migratoire qui va conduire aux États-Unis 180 000 personnes. Donc 130 000 ont été déjà approuvés dans le cadre de ce programme. Et comme vous le savez, les vols internationaux ont été suspendus à cause de la violence des gangs, mais plus de 100 000 sont déjà arrivés aux États-Unis. Et c'est un programme qui n'est pas seulement pour Haïti, il faut le dire. C'est un programme qui bénéficie les Cubains, les Vénézuéliens, les Nicaraguayens et Haïti. Mais Haïti est jusqu'à aujourd'hui le pays qui a beaucoup plus de personnes admises à travers de ce programme. Donc pour l'instant, pour un Haïtien, pour l'Haïtien des milieux défavorisés, pour l'Haïtien des milieux défavorisés, la priorité, c'est d'avoir un passeport. Et avec ce passeport, obtenir le parrainage, il faut que la personne ait un sponsor, quelqu'un qui le parraine aux États-Unis. Donc, c'est obtenir le parrainage de quelqu'un et de cette façon laisser Haïti. Donc, sur le plan, je dirais, sur le plan du mouvement populaire, donc ça n'existe plus. Cependant, il y a quand même certaines manifestations spontanées de la population qui se réalisent, mais en dehors d'une structure qui puisse mieux gérer cet enthousiasme ou bien cet élan, mieux gérer cet élan. Et nous l'avons connu il y a un petit peu plus d'un an, et avec au moins d'un an, et avec ce qu'on appelle avec beaucoup de participation. Oui, beaucoup de participation. Nous l'avons connu sous le nom de Bois Calé. Le Bois Calé a été un mouvement spontané venu de la population de persécution des bandits et qui a eu, je dirais, un effet assez évident. C'était pour la première fois que les bandits se sont sentis sérieusement menacés. Parce que la population armée de machettes a commencé à identifier dans les différents quartiers des membres de gangs et malheureusement, le moyen utilisé n'était pas, je dirais, le meilleur. Et le moyen utilisé, nous admettons, qu'il est en dehors de l'état de droit. Donc nous parlons là de justice expéditive, nous parlons là de lynchage et de personnes liées aux gangs. Et à ce moment-là, quelque chose de très intéressant s'est enregistré. C'est une sorte d'alliance de fait entre la population et la police. Alors, la police au niveau des petits policiers, entre guillemets, des petits policiers. C'était pas le haut commandement. Un instant pour vous dire que, en me documentant tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo de France 24 qui montrait un policier exaspéré qui exprimait sa colère et son soutien à la population en disant que aujourd'hui les hommes politiques et les responsables politiques du pays circulent dans des voitures blindées alors que les effectifs de police n'ont pas de gilet pare-balles et que le peuple, lui, n'est pas protégé non plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu, il me semble, et vous allez pouvoir nous en parler, quelques rapprochements entre certains effectifs de police et certaines parties de la population. Ah oui, totalement. Et France 24 a totalement raison. Alors bon, alors le policier qui a été interviewé, il a parlé d'or. Il a parlé d'or, comme nous disons ici. Alors, cette expérience d'alliance de fait entre la population et la police a donné, a prouvé que ça pourrait marcher si le haut commandement de la police avait profité, avait saisi le momentum pour, je dirais, monter un programme de collaboration qui allait pousser, allait promouvoir à une reprise de la confiance à la police. Parce que bien souvent, la population
se méfier de nos policiers. Parce que je le disais tantôt, il y a des policiers qui malheureusement sont des antennes des gangs au sein même de la police. Et la police s'est sentie inconfortable avec le haut commandement de l'institution, vu qu'en certaines occasions, des policiers sont tombés dans les opérations contre les bandits et même leurs corps n'ont pas pu être, je dirais, être repêchés, ils n'ont pas pu récupérer, ils n'ont pas pu récupérer les corps de ces policiers tombés dans les opérations et ces corps-là ont été mutilés par des gangs et des images circulent sur YouTube où l'on voit des membres de gangs qui mutilent des corps de policiers déjà morts. Donc, cet inconfort, ce malaise d'un secteur de la police, et on l'entend à travers les médias quotidiennement. Et il y a 2 syndicats qui existent à la police et les membres de ces syndicats, particulièrement les porte-paroles de ces syndicats, ont toujours souligné le fait que, en certaines occasions, c'est le haut commandement de la police qui empêche que la population continue à collaborer avec les agents et de cette façon gagner ce combat contre les bandits. Bon, alors, monsieur Edwin Paraison, vous qui êtes ex-consul d'Haïti en République dominicaine, le sujet est plus que passionnant. Moi, j'ai une question, voire plus, s'il vous reste encore du temps, ou à moins que vous ayez des obligations. Oui, on peut prendre 5 minutes. Bon, alors moi, une dernière question qui me semble assez importante et sur laquelle vous allez pouvoir développer les éléments qu'on n'a peut-être pas évoqués jusqu'alors, c'est sur la question des perspectives à venir. Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Vous parlez de ces mobilisations spontanées, mais qui ont plusieurs limites, comme vous l'avez décrit. Voilà. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que, voilà, malgré la situation qui est extrêmement complexe, vous gardez espoir? Quel est le message que vous aimeriez également adresser à la population haïtienne que vous connaissez bien, de par votre parcours et votre histoire personnelle? Voilà, quels sont les mots en conclusion de cette interview, si je puis dire, pour cesser, même si nous sommes obligés de mettre dans uniquement un registre tragique. Voilà, quel est le message, ou du moins les éléments sur lesquels nous ne sommes pas revenus qui vous semblent importants d'évoquer? Bon, le premier élément, c'est que nous sommes actuellement dans un nouvel épisode de gestion de la crise haïtienne, avec cette démarche ou cette initiative de montage d'un conseil présidentiel qui a été, je dirais, le résultat de pourparlers entre les parties prenantes haïtiennes et la CARICOM lundi dernier. Et donc, ce conseil présidentiel de 7 membres avec droit de vote et 2 observateurs, fait le débat en Haïti. Et donc cette initiative n'a pas obtenu, je dirais, l'unanimité dans la classe politique et nous avons une certaine radicalisation de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'installation de ce conseil. Donc, ils disent que pour garder l'esprit de la Constitution, nous aurions dû nous rendre vers la Cour de cassation. On aurait dû choisir un juge de la Cour de cassation, comme il a été le cas dans d'autres occasions où nous avons eu un chef d'État et dans le cadre d'une transition. Donc, on a plusieurs cas. Et alors là, ça fait le débat et les parties prenantes haïtiennes ont été invitées à présenter leurs représentants à ce conseil. Donc, nous sommes actuellement dans cet exercice, et même dans cet exercice,
on a certaines divisions. L'un de ces secteurs, et au lieu d'envoyer un nom, a envoyé 3 noms. Et parce que à l'interne, ils ont des différends. Donc, on ne sait pas exactement est-ce que ce conseil arrivera à s'installer. D'ailleurs, pour installer le conseil, il faudra assurer une ambiance sécuritaire, assurer que ça puisse se faire au Palais national, alors qu'il y a d'autres acteurs qui avaient déjà lancé l'idée d'un conseil de 3 membres et qui disent que même ils vont prendre les devants et installer leur conseil à eux. Bon, ça c'est très indéfini et ça crée une confusion énorme en Haïti. Et d'un autre côté, le Premier ministre qui se retrouve à Porto Rico, qui dit qui a présenté sa démission, mais cette démission sera effective à partir de l'installation du Conseil présidentiel. On n'a pas de date fixe. Parce que beaucoup auraient préféré que ce soit les corps intermédiaires qui siègent et non pas les partis politiques. Ceci étant, il y a Bernard qui aimerait vous poser une question et ensuite on ira vers la conclusion. Oui, c'est un petit peu un message de conclusion. Qu'est-ce que vous adressez comme parole à la diaspora haïtienne qui se trouve notamment à Paris? Non, il faut que la diaspora continue, je dirais, cet accompagnement que nous avons toujours offert à notre pays. Mais en parlant de diaspora, la diaspora a été exclue de ce conseil présidentiel et la diaspora doit se mobiliser pour que nous nous assurons d'être présents dans la vie nationale en Haïti à tous les niveaux. Et je dirais que la diaspora, qui représente environ 30% du PIB de notre pays, et cette participation à ce niveau, avec ce volume au PIB, représente le double, le triple de tout ce que Haïti reçoit en termes d'aide au développement. Donc, nous contribuons beaucoup plus, je dirais, que certains partis politiques, que certains ministères au niveau du territoire national. Donc, le message à la diaspora, c'est que nous continuons à être mobilisés, nous continuons à lutter pour notre participation active dans la vie nationale et tous les pourparlers qui se font avec les acteurs qui sont sur le terrain en Haïti et doivent tenir compte de la diaspora et la diaspora doit continuer à être présent dans les centres de décision qui ont à voir avec notre vie nationale. Bien, monsieur Edwin Paraison, ex-consul, je le rappelle, d'Haïti en Dominique, en République dominicaine. République dominicaine. La fatigue, il est tard, et ça nous touche tous les deux. Je vous remercie pour vos nombreuses réponses et puis pour votre éclairage extrêmement précis et si précieux sur cette situation qu'on connaît peu ici en France, du moins qui est peu documentée. Peut-être une dernière chose, parce que nous on va faire une petite pause, on a l'habitude de diffuser pendant cette petite pause une chanson. Est-ce que vous auriez à nous conseiller une chanson haïtienne, militante ou pas d'ailleurs, histoire de conclure cette interview? Donc, si vous avez en partie un auditoire haïtien, vous pouvez mettre Haïti Chéri. Cherchez Haïti Chéri sur YouTube. Ah ben super. En tout cas, on vous remercie pour... Avec plaisir. Avec plaisir. Pour te voir à nouveau au vu des évolutions de la situation. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, je pense qu'on a